Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, faire connaître le rôle de l'avocat aux mineurs, aux parents, aux proches ainsi qu'aux acteurs institutionnels et associatifs liés au secteur de l'enfance. C'est l'objectif de la campagne que vient de lancer le Conseil national des barreaux. On va en parler avec Maître Arnaud de Saint-Rémy, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire du prix Goncourt. Et oui, on le décerne aujourd'hui début novembre, mais au départ, c'était fin décembre. Les programmes, évidemment, ceux de lettres. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, qui a lu pour nous un petit guide très réussi qui permet de découvrir la langue des signes tout en s'amusant. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Plateau Repas. Sandra Ferreira, notre nutritionniste et diététicienne, vous dira tout sur le bon usage du congélateur. Il faut dire qu'il y en a dans 60% des foyers. Mieux vaut savoir comment s'y prendre. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat. C'est le titre de la campagne que vient de lancer le Conseil national des barreaux dans la foulée de la 6e édition de la journée du droit dans les collèges. Et on en parle aujourd'hui avec Maître Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Rouen, responsable du groupe de travail droit des mineurs et vice-président de la commission libertés et droits de l'homme au CNB, le Conseil national des barreaux. C'est une campagne qui se décline de diverses façons, dont la vidéo. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. T'es nul! Avoue que c'est toi. Ta vidéo, elle a bien tourné. N'écoute pas ce que dit ton père, viens avec moi. N'aggrave pas ton cas. Toi aussi, t'en veux une? Ça va te faire bizarre, la prison. Ce soir, ne ferme pas ta porte à clé. C'est à cause de toi tout ça. Si tu le dis, je te défonce. Tu vas le dire à qui, de toute façon? Tu réalises que tu viens de gâcher ta vie? Chut, ce sera notre petit secret. Voilà, cette vidéo qui porte la campagne « Il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat ». Pas d'âge, vraiment pas d'âge? Il n'y a pas un minimum? Non, il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat. C'est-à-dire que lorsque l'on est un nourrisson, on a aussi le droit d'être accompagné, assisté d'un avocat. Parce que les intérêts supérieurs de l'enfant ne sont pas forcément ceux des parents. Et donc, pour pouvoir défendre les intérêts de l'enfant, il faut un avocat. Alors, bien sûr... Oui, pour un nourrisson, c'est quand même un adulte qui va vous appeler. Ben oui. C'est compliqué, donc c'est la raison pour laquelle on désigne dans ces cas-là un administrateur ad hoc. Ad hoc, ça veut dire pour ça, pour le procès. Et avec l'accompagnement de cet administrateur, qui peut être une association, le département, ou le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau dont dépend le sujet de droit, eh bien, nous allons accompagner, assister l'enfant. Bien sûr que ça a un sens totalement différent lorsque l'enfant est discernant. Et bien sûr que le discernement, il n'y a pas un âge particulier. Est-ce que c'est 6 ans? Est-ce que on dit souvent que c'est entre 6 et 8, quoi, le fameux âge de raison. Oui, c'est vrai, mais vous savez, en Allemagne, on a des âges qui sont beaucoup plus jeunes, 5 ans. À partir de 5 ans, on considère qu'un enfant peut s'exprimer et donner son opinion. Nous, en France, on n'a pas fixé d'âge. Et le discernement, en fait, dépend beaucoup de la maturité de l'enfant. Voilà. Et alors, l'avocat, il va être là pour écouter, c'est ce que disait le spot, et pour porter la voix de l'enfant devant les juges. La porter aussi bien au pénal qu'au civil, c'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent du pénal, mais l'enfant est un sujet de droit. Pour le droit civil, considérable d'ailleurs. Et oui, parce que le Code de justice pénale des mineurs a repris une disposition qui existait dans l'ordonnance de 1945 pour l'enfance délinquante ou criminelle. L'enfant, il a le droit, un droit absolu d'être accompagné d'un avocat. Et lorsqu'il est entendu par un service de police ou de gendarmerie, l'avocat est obligatoire. Et ce qui est vrai au pénal doit être vrai également au civil. On ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas permettre à un enfant qui a une opinion à exprimer de ne pas pouvoir le faire accompagné d'un avocat qui va l'accompagner pour décrypter ce qu'est l'institution judiciaire et l'audience devant laquelle il va, le cas échéant, s'exprimer. Ce qui, j'imagine, est fondamental parce que tous les enfants ont un rapport très singulier à ce qui est juste, pas juste, c'est vraiment bon. Or, quand on se retrouve dans une procédure devant les tribunaux, une vérité judiciaire, c'est autre chose que quelque chose qui est vrai ou pas vrai. Tout à fait. Ça se construit en droit. Absolument. C'est pas évident à comprendre par certains adultes. J'imagine que pour les enfants, il y a un gros boulot de pédagogie. Exactement. Vous avez bien raison de dire qu'on a intuitivement le sens de ce qui est juste ou pas juste, de ce qui est t'as pas le droit, j'ai le droit, tu me fais pas ça. En revanche, quand on est face à la justice,
Et là, il y a effectivement une certaine crainte. En plus de ça, il y a une solennité quand on est dans le bureau d'un juge, qu'il soit en robe de juge ou bien en civil, parce que quand on est devant un juge des enfants, il n'est pas en robe. Mais on est face à un adulte. Et puis, on est souvent entouré d'autres adultes, les parents, lorsque c'est en matière d'assistance éducative, lesquels peuvent aussi avoir un avocat. Et l'enfant, il est tout seul. Et c'est la raison pour laquelle nous, au Conseil national des barreaux, on a toujours plaidé en faveur d'un avocat pour un enfant. Et chaque enfant est un sujet de droit. Qui a le droit à être défendu. Et il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat. D'un tout petit mot, vous avez parlé de l'ordonnance de 1945 avec un pronom défini tellement elle est célèbre. On va en parler juste après l'anti-sèche, mais il y a une loi de juillet dernier, pas dernier d'ailleurs, 22. 7 février 2022. Février 2022, pardonnez-moi. Ben voilà, je me trompais complètement, mais bref. J'étais pas loin. Qui est assez importante en matière de droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle change si on devait retenir beaucoup de choses. C'est la loi sur la protection de l'enfance, dite loi Adrien Taquet, qui a modifié un certain nombre de dispositifs sur le thème procédural. Et notamment, il y a une disposition de la loi qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut faire en sorte qu'il soit accompagné d'un avocat. Si le juge des enfants considère que c'est son intérêt. Mais c'est toujours son intérêt. Ça c'est votre point de vue. Et c'est notre point de vue. Et donc nous souhaitons que la loi aille un peu plus loin et dise que dans toutes les procédures qui le concernent, il faut un avocat. C'est le droit international. On va en parler. On va aussi parler du droit international et de la Convention internationale des droits de l'enfant d'ailleurs. Mais pour le moment, l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Actu anniversaire aujourd'hui, c'est un 21 décembre. En 1903, il y a donc tout juste 120 ans qu'était décerné le premier prix Goncourt. On en parle maintenant en novembre, parce que c'est novembre, mais au départ, c'était décembre. Racontez-nous l'histoire de ce prix littéraire qui est devenu le plus prestigieux. Oui, qui est le plus prestigieux aujourd'hui. Alors, vous savez quel a été l'auteur qui a été le premier lauréat ? Bien sûr, mais vous allez me le rappeler. C'est John Antoine pour Force Ennemie, un étonnant roman dans lequel un homme frappé d'amnésie se réveille dans un hôpital psychiatrique et tombe sous le charme d'une femme vivant de l'autre côté de la rue. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, sauf que le protagoniste est en réalité possédé par un alien qui peut contrôler son hôte à sa guise. Wow. Plutôt déroutant. On est en 1903, je rappelle. Et en 2024, le dernier prix à avoir été 2023. J'ai un truc avec les dates aujourd'hui. C'est la proximité de la nouvelle année. Je suis un peu comme ça. Je vais être un alien en fait. Le 120e, donc le 2023. Oui. Veillez sur elle, Jean-Baptiste Andréa. Oui, il rejoint ainsi beaucoup d'auteurs qu'on peut citer évidemment qui ont reçu ce prix. Donc Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Romain Gary, André Malraux ou encore Maurice Genevoix. Voilà, il en a raté pas mal aussi. Le prix qui s'appelle Goncourt du nom de ses initiateurs, deux frères. Oui, frères, Jules et Edmond. C'est leur petit prénom. Ils voulaient créer une académie rivale de l'Académie française qui récompenserait un auteur. Après la mort de Jules en 1870, Edmond donc crée la Société littéraire qui deviendra l'Académie. Et quand donc lui meurt en 1896, dans son testament, il stipule qu'il veut créer donc un prix pour un auteur et que cet auteur se verra auréolé d'un prix et aussi d'un prix de 5000 francs. Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein, non, aujourd'hui ils reçoivent un gentil chèque de 10 €. Mais comme ils vendent 100 ou 200 000 exemplaires, ça compense. Et oui, c'est pour ça, parce que bon, voilà, c'est pas qu'ils sont pingres. Il faut savoir qu'un prix Goncourt, ça vend entre 400 000 exemplaires. Alors, c'est déjà pas mal. Le record, je crois que c'est... Hervé Letellier, non ? En 2020. Tout à fait. Je suis perdue dans mes fiches. Mais ouais, 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Et ensuite, nous avons une chanson douce de Léa Slimani avec 800 000 exemplaires traduits dans 44 langues. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément... Alors, il y a ceux qui rêvent de la voir, puis il y a ceux qui l'ont, mais bof. Julien Gracq, il n'avait pas du tout envie de la voir. Il l'a eu en 1951 pour le rivage des Sirtes et il n'avait pas envie du tout. Il n'avait pas envie. Il y en a un qui avait envie, c'était Michel Houellebecq. Il a fini par la voir d'ailleurs. Il a été avancé 2 fois. C'est ça. En 98, en 2005 et enfin il l'a eu en 2010 pour la carte et le territoire. Et ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est qu'il a fallu 1 minute 30 seulement au jury pour se décider. D'accord. Voilà. Jury qui se réunit désormais en novembre. En novembre, c'est 10 membres, présidé par Didier Decoing, qui le préside depuis 2019. Alors, ils se réunissent dans le 2e arrondissement. Je peux vous expliquer comment ça se passe. Il y a une première sélection de 15 noms, puis de 8, puis de 4. Alors, pour participer, l'ouvrage doit être écrit en français et édité par un éditeur francophone ayant un circuit de distribution
en librairie. Le vote est oral et au cours des 10 premiers tours, le prix ne peut être attribué qu'à la majorité absolue. Du 11e au 13e tour, la majorité relative suffit. Et en cas d'égalité, la voix du président compte double au 14e tour. Alors, le prix ne peut être décerné qu'une seule fois, mais c'est arrivé que ça a été décerné 2 fois parce qu'il y a un petit malin. Il ne savait pas, le jury. C'est Romain Gary qui a reçu le Goncourt en 1956 et un certain Émile Ajar. Ajar, oui. Eh bien oui, en 1975, sachant que c'est la même personne, on le sait. Qui était le même. Et alors, le Goncourt, créé donc en 1903 et juste après, tout de suite après. D'autres prix. Ben oui, il y a le féminin en 1904 parce que certains s'opposaient à ces messieurs-là, comme un prix considéré un peu comme misogyne. Donc voilà. En 1926, 10 critiques littéraires créent le prix Renaudot parce qu'ils sont en train d'attendre les résultats du Goncourt. Donc pendant ce temps-là, ils créent un prix. Et puis en 1930, d'autres journalistes créent l'Interallié. Et puis il y a des Goncourt qu'on aime bien, notamment ici, celui des lycéens, mais pas que. Oui, il y a le Goncourt de la Nouvelle créé en 1974, ou encore le Goncourt de la biographie qui date de 1980, celui de la poésie en 1985. Vous disiez en 88 donc le concours des lycéens par la FNAC en collaboration avec le rectorat de Rennes et avec la bienveillance de l'Académie Goncourt. Et puis il y a le Goncourt du premier roman créé en 2009. Et le tout petit dernier, c'est le prix Goncourt des détenus qui a été lancé en 2022. Merci beaucoup, chère Cécile. Et on rappelle que le prix Goncourt 2023 a été décerné à Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréas, c'est aux éditions de l'Iconoclaste, et que le prix Goncourt 2023 des lycéens a été décerné au formidable Triste Tigre de Neige Sino, c'est chez POL. Ah bah oui, je vois notre ami qui dit excellent livre, que vous avez lu parce que, pas forcément que pour des raisons professionnelles, mais il se trouve qu'il s'agit d'inceste, qui est un sujet dont vous avez peut-être eu à connaître. Oui, absolument. On retrouve justement un autre Saint-Rémy dans quelques secondes. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'avocat peut intervenir en faveur d'un mineur, rappelle dans un communiqué le Conseil national des barreaux, d'où le lancement de cette campagne intitulée « Il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat » et dont on parle avec Arnaud de Saint-Rémy. Vous avez parlé de l'ordonnance de 1945 comme d'une grande évidence, mais c'est la philosophie générale du droit en France concernant les mineurs et qui est une philosophie qui fait prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est la colonne vertébrale. Absolument, absolument. Et alors, on est très content de cette campagne qui... alors on a marqué des points parce qu'on est à plus d'1,5 million de vues pratiquement, donc par rapport au prix Goncourt de tout à l'heure, on aurait pu... Mais nous on ne fait pas payer les gens, regardez là. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, mais elle tourne bien, cette campagne. Elle tourne très très bien. Et comme vous le dites très justement, le point central, la clé de voûte de tout ce qui est la défense du mineur, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Et donc le juge, effectivement, va assurer la protection des intérêts de l'enfant, mais l'avocat va assurer la défense des intérêts de l'enfant. Alors, la question fondamentale, c'est où se situent les intérêts de l'enfant ? Eh bien, c'est à l'occasion d'une discussion qu'on va avoir avec lui, à l'occasion de l'évocation d'un dossier. Forcément, si l'enfant est en danger, il va falloir peut-être le protéger, l'extraire d'un milieu dans lequel il se trouve et qui serait un milieu toxique. Et puis, si l'enfant il a commis un fait délictueux, il faut l'accompagner, il faut aussi comprendre pourquoi il a commis cela. Ça n'est pas neutre. Oui. Lorsqu'on commet un délit, c'est aussi parce qu'il y a une difficulté personnelle. C'est ça, mais surtout que tant qu'on est mineur, si je ne me trompe, cette philosophie générale de l'intérêt supérieur de l'enfant continue à prévaloir et l'idée qui devrait valoir pour les majeurs aussi, mais qui est très particulièrement forte pour les mineurs, c'est quand même l'idée éducative. C'est-à-dire que s'il y a une sanction, s'il y a une condamnation, il faut qu'il y ait un avenir, quoi. Absolument. Dans le Code de justice pénale des mineurs, ce que l'on a voulu maintenir, c'est une réponse éducative prioritairement par rapport à une réponse répressive. Alors, c'est vrai que l'ordonnance de 45 était surtout tournée vers l'éducatif. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les critiques que l'on peut voir, c'est davantage peut-être un balancier qui tourne vers le répressif. Bon, d'où la nécessité d'être accompagné par un avocat qui va pouvoir aussi rappeler ce que les mesures éducatives peuvent faire pour aider l'enfant à se réinsérer dans un groupe, dans le milieu scolaire, dans le milieu familial et puis tout simplement dans la société. Il y a quelque chose de particulier dans le lien qu'on a avec son avocat, c'est le secret professionnel qui peut être rompu sous aucune condition, mais vraiment aucune, parce que je vous voyais réagir sur Triste Tigre de Neige Sino, qui était un cas d'inceste. Mettons qu'une jeune personne, parce que là il faut qu'elle soit un peu volontaire, vient vous voir et vous dit mais je veux pas que ça se sache, mais il y a ça derrière. Qu'est-ce que vous faites ? On va l'inciter à... Bien sûr, mais si ça échoue.
On va vraiment essayer de la convaincre, et on a quand même un petit peu un certain pouvoir de conviction, à libérer sa parole. Et puis si véritablement elle ne réussit pas à libérer sa parole, on respectera. Parce qu'elle n'est pas prête et qu'elle ne veut pas être exposée à la difficulté d'être confrontée à une enquête, un interrogatoire, et puis une mise en cause dans le cadre d'une affaire judiciaire. C'est très compliqué, on le voit, toutes les affaires judiciaires où la parole se libère avec de très nombreuses années de retard. À un âge adulte, il faut savoir que la prescription de l'action publique est décalée par rapport à la majorité, ce qui doit permettre de pouvoir enfin déposer une plainte à un moment donné où on se sent capable de le faire. Et nous, en tant qu'avocats, véritablement, c'est donner les clés qui permettent d'être confrontés à la sphère judiciaire qui peut broyer à la fois les victimes, aussi bien que les personnes mises en cause. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite à ce secret professionnel, il reste absolu. Le secret professionnel reste absolu. Les crimes dont il peut être question. Dans les sujets importants que vous avez traités, il y a tout ce qui est autour du droit de la famille. Là, je vous ai une petite question d'actualité, parce qu'il y a une provision de loi qui est discutée au Sénat, en tout cas qui l'était la semaine dernière, visant à faire de la résidence alternée l'option à privilégier pour l'enfant, ce qui n'était pas le cas avant. Vous pensez qu'il faut prendre des positions de loi là-dessus, ou que les cas sont... Il n'y a pas besoin de faire ce qui existe déjà, puisque actuellement... C'est la grande tendance depuis 20 ans. Oui, c'est la tendance depuis 20 ans. Depuis de très nombreuses années, les juges privilégient la résidence alternée. Pourquoi ? Parce que les enfants doivent être auprès de leurs parents de manière équitable, et il n'y a pas un droit supérieur à l'un des deux parents, quel que soit le sexe, d'être en charge de devenir de ses enfants. Alors, après, s'il faut inciter davantage les juges, et en tout cas permettre que ce soit pédagogiquement dans l'esprit de chacun, pour qu'on responsabilise celui des parents qui voudraient s'accaparer l'enfant, je trouve que c'est pas mal de faire une loi pour de le rappeler. Mais les juges, pour fonder cette discussion. Exactement. C'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai que je disais que ça a évolué depuis 20 ans. Ceci étant, les chiffres restent quand même majoritairement pour une résidence non alternée. Il y a assignation au domicile et généralement au domicile de la mère. Encore aujourd'hui, lorsque les couples se séparent, les enfants sont un peu au cœur de cette séparation, et sont l'enjeu de la séparation, et sont parfois tirés à U à dia pour que l'un ou l'autre les récupère. Et ça, c'est tout à fait dommage, parce que les enfants au centre souffrent énormément de cette situation. Mais bien sûr, de cette séparation. Arnaud de Saint-Rémy, merci beaucoup. On va se retrouver juste après la récré. On va voyager un petit peu, puisque vous avez parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant, texte des Nations Unies absolument fondamental. Et la France était un des pays qui était à l'origine de ce texte-là. Donc on va regarder comment ça se passe. Mais la récré. Rebonjour Cécile. Bonjour. Pour cette récré, vous nous proposez d'apprendre la langue des signes en nous amusant grâce, et vous l'avez ici, à un livre-jeu. Jouer avec la langue des signes de Chris Pavone aux éditions de L'Opportun. Alors avant tout, je précise qu'en France, il y a entre 80 000 et 120 000 personnes qui parlent la langue des signes française. Et je dis bien française, puisque la langue des signes n'est pas universelle, il faut le savoir. Et que c'est une véritable langue, puisqu'elle a sa propre grammaire et sa propre syntaxe. En français, je rappelle, la phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. En temps normal. Voilà. Et tout va bien. En langue des signes, la structure est différente. C'est temps, plus lieu, plus sujet, plus action. Et les conjugaisons, tout ça ? Il n'y a ni conjugaison, ni déclinaison, ni genre. Et comme c'est une langue qui se parle avec l'ensemble du corps, suivant la position des mains, des épaules, etc., le mot n'aura pas toujours le même sens. Wow, merci pour ces explications précieuses. On avait fait il y a 2 ans une émission sur la langue des signes. Un petit coup d'œil sur ce livre, donc ? En fait, il suffit de jouer avec des mots mêlés, avec les signes représentant les lettres en langue des signes. Alors, le principe des mots mêlés... un exemple, en fait, voilà. Voilà, ce sera plus simple. Pour ceux et celles qui donc, les mots sont en haut et les signes sont en dessous. Voilà, il s'agit de trouver des mots d'une liste donnée, en diagonale, etc., avec les images. Je vous conseille de garder l'alphabet à côté de vous au départ. Qui est là, l'alphabet en langue des signes françaises. Moi, je trouve que c'est une manière assez sympa de se familiariser avec cette langue, et c'est aussi, ça permet aussi d'un petit peu de bouger un petit peu son cerveau. Super, voilà. Ça c'est un bruit, mais ils n'ont pas fait une app ? Alors ça c'est autre chose. D'accord. Oui, c'est Signe Éveil qui propose des petits jeux. On doit trouver ce que signe un petit personnage, ou alors trouver parmi 3 personnages celui qui signe le mot demandé. Voilà, il y a aussi un dictionnaire. Et alors pour les adultes, il existe aussi un dictionnaire en ligne. Celui-ci recense plus de 22 500 mots. C'est moins ludique, c'est vrai, j'avoue, mais c'est très pratique. Ça s'appelle le Dicoélix. Vous entrez le mot que vous recherchez. Et je choisis ici école, et cela vous donne donc la traduction du mot, et vous avez aussi la possibilité d'avoir la définition du mot dans la langue des signes. École. Voilà, école.
École. C'est ça, hein, on fait école. La quotidienne de School TV, vous savez faire? J'aurais dû faire ça. Oral, tout ça? Ah non, je sais. J'aurais dû. C'est vrai, c'était une Ah bonne idée. là, mais je non, vais c'est moi, réviser. je vous colle. Allez. C'est pour masquer mon C'est les incompétence vacances. absolue en langue des signes française, qui est un enseignement optionnel au lycée depuis 2019, et qui, à ce titre, pour celles et ceux qui le choisissent, est enseigné 3 heures par semaine. Merci beaucoup. Grand oral, Arnaud de Saint-Rémy. On vient de fêter le 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La France en est un pays fondateur. Où est-ce qu'on en est de son application d'ailleurs? Parce que quand on la lit attentivement, cette déclaration, elle est quand même nettement plus favorable aux enfants que ne le sont soit le droit, soit les pratiques. Alors, la France a été auditionnée. Ouais. Le rapport est mi-figue, mi-raisin. Voilà. On dirait sur la bonne voie. Ouais. Voilà, sur la bonne voie. Et je pense qu'effectivement, dans tout ce qui est l'exercice des droits de l'enfant, il y a encore du chemin à parcourir. Faute de quoi? Faute de moyens, comme le disait Jean-Pierre Rosenzweig, l'ancien juge pour enfants, sur son blog du Monde tout récemment. Il a eu des propos assez durs pour dire on est en panne, il n'y a plus de moyens pour la protection de l'enfance. Alors je connais bien Jean-Pierre et je suis aussi membre du Conseil national de la protection de l'enfance. On partage complètement ce constat. Le Conseil national de la protection de l'enfance, d'ailleurs, a lancé un plan Marshall pour qu'il y ait véritablement des moyens consacrés à la prise en charge éducative, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une décision d'un juge des enfants qui ne s'applique pas parce que on n'a pas la possibilité de le faire. Il faut savoir qu'il y a un certain délai, même aussi, entre une ordonnance de placement provisoire dans certains tribunaux et la mise en protection des enfants. Et dans tout ça parce que chaque jour compte, il faut même le dire. On est dans des il y a aussi un problème d'attractivité sur certains métiers d'assistants familiaux. La loi est modifiée aussi pour qu'il y ait plus de formations, mais la difficulté, il faut financer ces formations. Ça va être aussi des formateurs. Ça va peser également sur les départements. Est-ce que l'État va participer à ce financement? On le souhaite, mais en tout cas, ce plan Marshall, voilà, il a été lancé. Et puis si ça marche, eh ben, tant mieux. Dans ces droits internationaux de l'enfant, il y a celui de ne pas faire la guerre ni de la subir. Alors, les enfants sont toujours victimes. Vous-même, il y a quelques mois, vous êtes allé en Ukraine. Oui. Je suis allé en Ukraine à l'initiative de la bâtonnière des Hauts-de-Seine qui avait des contacts avec l'une des villes d'Ukraine, pour ne pas la nommer Kiev, très précisément. Et nous avons fait une mission dans le cadre du Conseil national des barreaux pour rencontrer les victimes de ce qu'il convient d'appeler un transfert forcé, voire même au sens de la Convention internationale de génocide, de déportation, puisque les enfants ukrainiens qui sont dans les zones de guerre et qui sont dans les zones occupées par la Russie sont emmenés en Crimée et puis ensuite sont placés dans des foyers pour à terme être adoptés par des centres aussi. Des Russes. Et c'est ça, ce que j'appelle des foyers. Oui, c'est ça, des foyers au sens de centre. Qui sont des centres où on va les endoctriner complètement, y compris dans l'espoir, pour certains, de venir, de les envoyer faire la guerre contre leurs propres parents. Exactement. En tout cas en Ukraine. Ouais, alors on sépare les jeunes filles et les jeunes garçons. Les jeunes garçons, eux, seront effectivement réorientés vers l'apprentissage des armes, l'usage de la guerre. Et puis les jeunes filles, elles vont être complètement endoctrinées. On va leur interdire de porter les couleurs de l'Ukraine, le jaune et le rouge et le bleu. On va leur apprendre à parler uniquement le russe. L'ukrainien n'est pas le russe, hein, c'est la même, un peu la même chose, mais c'est quand même très différent. Et puis on va leur apprendre aussi toute l'histoire russe. Et puis d'un point de vue russe. Et aussi leur dire que leurs propres parents les ont abandonnés. On a eu l'occasion de rencontrer une jeune fille, Anastasia, 14 ans, qui a été récupérée en Crimée grâce à une association qui s'appelle Save Ukraine et qui, avec sa mère, a fait près de 6000 km en passant par la Biélorussie pour la récupérer au prix de grands efforts et de beaucoup de démarches administratives dont vous pouvez imaginer qu'elles ont été extrêmement compliquées et qui nous a raconté ce qu'elle vivait au quotidien dans ce centre. C'était l'horreur. D'un mot, parce qu'on sent derrière le professionnel du droit un homme engagé sur ces questions-là. Vous-même, comme avocat, vous êtes devenu avocat pour défendre des enfants ou c'est une cause que vous avez rencontrée à un moment de votre carrière ?
Alors, je suis pénaliste, Ouais. donc c'est sûr que le droit pénal nous amène aussi à défendre parfois des mineurs. Et puis, il y a une affaire qui m'a particulièrement ému. C'était un triple meurtre dans une petite commune près d'Yvetot, en Normandie. Et cette affaire a certainement bouleversé mon travail, puisque j'accompagnais une jeune fille qui avait 11 ans à l'époque et qui en est réchappée. C'était son grand frère de 13 ans qui avait tué son père, sa mère et son petit frère. Elle en avait réchappé. Et à partir de ce moment-là, être celui qui va véritablement l'accompagner, être un confident. Et encore aujourd'hui, Vous avez toujours des j'ai nouvelles. toujours des nouvelles. Et Je plutôt sais des qu'elle bonnes. va bien. Ouais. C'est compliqué, évidemment. Bien sûr. Mais elle s'en est sortie et ça a été une révélation. Et c'est pour ça que je me suis évidemment Passionné engagé aussi. dans le droit des enfants. Merci beaucoup et on rappelle cette super campagne du Conseil national des barreaux. Il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat. Vous restez avec nous. On va accueillir, pour parler de nourriture, d'alimentation, on va accueillir Sandra Ferreira pour le plateau repas. Cécile, merci. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. 60% des Français sont équipés d'un congélateur. La congélation, c'est pratique, c'est efficace, mais il faut respecter certaines règles. Et pour commencer, on n'est pas tout à fait d'accord parfois sur la différence entre le surgelé et le congelé. Le freezer et le congélateur. Bon, le freezer, c'est pas le congélateur, on est d'accord. Voilà, il y a la congélation, Ouais. la surgélation, il y a le freezer, il y a tout ça. Donc, pour y voir un peu plus clair, la partie congélateur de votre réfrigérateur, elle va permettre de stocker les aliments entre moins 18 degrés et moins 24 degrés. Mon freezer, il fait pas ça. En revanche, si vous avez un petit réfrigérateur Ouais, c'est ça. simple porte, là c'est un freezer qu'on va avoir au-dessus. Là c'est complètement différent. La puissance de réfrigération va pas être suffisante pour congeler d'ailleurs soi-même ces aliments. Et du coup, on ne peut mettre que des aliments déjà surgelés et ça va être limité dans le temps. Surgelé, congelé? Surgelé, congelé, ça peut être fait maison, c'est ce que vous faites vous. D'accord. Hop, c'est congelé, ça prend 24 heures et votre congélateur, on est à moins 18 degrés minimum dans le produit. Surgélation, c'est un procédé industriel. Donc c'est industriel, c'est très rapide, c'est refroidi à cœur jusqu'à moins 30 degrés minimum. Non, ça se garde plus longtemps Donc aussi. le produit que j'ai acheté, il est surgelé, celui que je mets moi, il est congelé. Exactement. Génial. Bien Comment on les résumé. garde alors, ces aliments congelés? Moi, je me dis qu'on peut les garder toute la vie. Alors, non. Non, voilà, toujours contrariante. avec. Mais je suis contrariante, c'est ça. Donc dans le freezer, comme je l'ai dit, Bon, ça, je sais que c'est pas très longtemps. voilà, c'est entre 1 à 4 semaines, grand maximum. En revanche, dans le congélateur, vos produits peuvent être congelés jusqu'à de 1 à 24 mois, selon le produit, bien évidemment. Ça va varier. Par exemple, une viande hachée, tiens, je pose la question à Maître, l'invité. la viande hachée. Maître, la viande hachée, vous la garderiez combien de temps au Je congélateur? dirais maximum 12 mois. Ben, c'est 2 à 3 mois. Parce que c'est... Vous êtes comme moi. Donc, maximum. Moi, j'ai mangé quelques pains de viande un petit peu périmés. Parce que c'est haché. C'est très Plus mauvais. ça va être haché, plus il y a de surface microbienne et donc c'est un peu plus D'accord, mais si risqué. la viande est cuite, par exemple? Ben, si c'est cuit, c'est différent. Ah bon? Normalement. Ouais, mais Sauf pas tant que que là, ça. alors, si la viande n'est pas hachée et cuite, c'est 2 à 3 mois. Ça va être D'accord. comme la viande hachée. En revanche, de manière générale, quand ça va être cuit, ça va se garder moins longtemps que quand ça va être cru. Une viande, Ok. une viande qui va être entière, c'est 15 à 18 mois. Entre un beurre doux et un beurre salé, il y a une différence aussi. Le sel, ça conserve. Le sel, ça conserve. Ouais, ça, je savais. 12 mois pour un beurre salé, 3 mois pour un beurre doux. oui, d'accord. Voilà. Et par exemple, allez, je vais citer les glaces. On a l'impression que ça peut se garder ad vitam aeternam. Ça peut. C'est entre 18 et 24 mois. Ce D'accord, qui est oui, déjà ce qui pas est mal. presque vitamine, surtout Déjà que pas ça part vite généralement. Il y a des aliments, part vite, c'est ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Ça se garde pas très longtemps. Il y a des aliments qu'il faut jamais mettre dans un congélateur. Ah, mais on va éviter les œufs crus qu'on met directement au Ah oui, non, congélateur. ça, Ça d'accord. risque d'éclater, tout simplement. C'est pas beaucoup mieux si vous cuisez vos œufs et que vous les mettez au congélateur. La texture après va être caoutchouteuse à la décongélation. C'est vraiment pas terrible. En revanche, vous pouvez congeler vos blancs d'œufs, pas le jaune, mais le blanc. Vous mettez dans une petite boîte hermétique. Vous notez le nombre de blancs que vous avez mis. Combien de temps? Vous congelez 4 mois. Ok. 4 mois là pour les blancs d'œufs, mais c'est pratique si on a des pâtisseries à faire et qu'on veut pas les jeter. Les légumes. Les légumes ne se congèlent pas tous, bien évidemment. Les crudités, je pense que personne n'a jamais fait ça, mais qui sait, éviter le concombre ou la salade congelée parce que la texture, c'est pas que ça soit dangereux pour la santé, hein, c'est juste que derrière la texture, possible. c'est Ouais, pas c'est ça, bon. parce que c'est de l'eau. Si jamais vous voulez des tomates, vous les faites cuire, vous faites de la sauce, de la soupe, et là on est bon, vous pouvez congeler votre soupe, là c'est parfait. Et tout ce qui est pommes de terre, topinambour, ça ne supporte pas non plus la congélation.
congélation cru. Mais cuit, il n'y a pas de souci. Fromage ? Fromage, alors tout ce qui va être fromage à pâte molle, type camembert, ça va mal résister, donc ça va perdre le goût et la texture. Vous pouvez, mais c'est moins bien. Les yaourts aussi, c'est pas terrible. Oui, mais c'est dégoûtant après, j'ai testé une fois. Il y en a qui font des glaces comme ça. C'est un peu grumeleux, quoi. C'est un peu grumeleux, effectivement. Je le dis, encore une fois, il n'y a pas de danger pour la santé. Et dans tous les cas, comme disait, enfin vous ne l'avez pas dit, mais dans un coin de votre tête, je sais que vous le pensiez, il faut faire confiance à ses sens. Si vous avez une viande surgelée et que ça fait 12 mois, et si ça sent bon, bah, allez-y, mais si ça ne sent pas très bon, poubelle. On fait confiance à ses sens. On fait confiance à ses sens quand même, si ça dépasse un peu, on ne va pas gaspiller. Merci. Tout de même. Mais je note l'idée de congeler un camembert, c'est pour un Normand. Pour un Normand, c'est choquant. C'est horrible. On va arrêter l'émission ici. On va l'arrêter ici. Non, je l'ai Mais il ne pas peut pas, enfin. Écoutez. C'est un crime de lèse. Vous invitez, vous allez. Alors, avec plaisir. Allez, un petit Livaro aussi congelé, hommage à Hugues, et petit clin d'œil de nouvelle année. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Arnaud de Saint-Rémy. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci donc aussi à toute l'équipe. Le Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie au son par Héloïse Merlin, à la réalisation par Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.